Est-ce que vous m'entendez bien? Selon les Boshongo, une tribu d'Afrique centrale, il y avait au début du monde les ténèbres et le grand Dubumba seul au milieu des eaux. Un jour, Bumba tomba malade et vomit le soleil. Le soleil sécha l'eau, permettant l'apparition des terres. Toujours souffrant, Bumba vomit ensuite la lune, les étoiles, puis quelques animaux. Le léopard, le crocodile, la tortue et enfin l'homme. Ce mythe de la création, comme bien d'autres mythes du même type, cherche à répondre aux questions que nous nous posons tous. Quelle est la raison de notre existence? D'où venons-nous? La réponse généralement donnée était que l'être humain était apparu à une époque relativement récente, car il était déjà évident, même à cette époque ancienne, que le progrès des connaissances et des techniques était flagrant. Par conséquent, l'humanité ne pouvait pas exister depuis très longtemps, sinon le progrès l'aurait mené bien plus loin encore. Ainsi, selon l'évêque Houcher et ses calculs, la création du monde, conformément au livre de la Genèse, se serait déroulée à 9 heures du matin, le 27 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ. Mais d'autre part, l'environnement physique, comme les montagnes et les cours d'eau, change extrêmement peu dans le cours d'une vie humaine. On les considérait donc comme une toile de fond constante, permanente, comme quelque chose qui avait existé de tout temps ou qui avait été créé en même temps que l'être humain. Mais cette idée que l'univers avait un commencement ne plaisait pas à tout le monde. Aristote, par exemple, le plus fameux des philosophes grecs, considérait que l'univers avait existé de tout temps. Une chose existant de toute éternité présente un plus grand degré de perfection qu'une chose qui a été créée. Aristote expliquait le progrès que nous constatons par les inondations ou d'autres catastrophes naturelles qui avaient, de manière répétée, ramené la civilisation en arrière. Le désir de croire à un univers éternel s'expliquait par le souhait d'éviter d'avoir à invoquer une intervention divine pour créer l'univers et pour le mettre en mouvement. A l'inverse, ceux qui considéraient que l'univers avait eu un commencement utilisaient ce commencement comme argument prouvant l'existence de Dieu, cause première ou premier moteur de l'univers. Pour ceux qui considéraient que l'univers avait un commencement, la question évidente qui se posait était: que s'est-il passé avant le commencement? Que faisait Dieu avant de créer le monde? Peut-être préparait-il l'enfer pour les gens qui poseraient ce type de questions? La question de savoir si l'univers avait eu ou non un commencement a beaucoup préoccupé Emmanuel Kant, le philosophe allemand. Kant considérait qu'il y avait des contradictions logiques ou des antinomies, quelle que soit l'hypothèse choisie. Si l'univers a eu un commencement, pourquoi a-t-il attendu un temps infini avant de commencer? C'était, aux yeux de Kant, la thèse. D'autre part, si l'univers a existé de tout temps, pourquoi a-t-il fallu un temps infini pour atteindre le stade actuel? C'est ce que Kant appelait l'antithèse. Tant la thèse que l'antithèse étaient fondées sur la prémisse de Kant, partagée par tout le monde ou presque, que le temps était un absolu. En d'autres termes, le temps allait d'un passé infiniment éloigné à un avenir infiniment lointain, indépendamment de tout univers qui aurait pu ou non exister sur cette toile de fond.
Telle est toujours la conception du temps que se font un grand nombre d'hommes de science de nos jours. Cependant, en 1915, Einstein a présenté sa théorie générale de la relativité, théorie révolutionnaire, dans laquelle l'espace et le temps n'étaient plus des absolus. L'espace et le temps n'étaient plus une toile de fond immuable, mais bien des quantités dynamiques façonnées par la matière et l'énergie présentes dans l'univers. Le temps et l'espace n'étaient définis qu'au sein de l'univers. Par conséquent, parler d'un temps antérieur à la création de l'univers n'avait aucun sens. C'est un peu comme si l'on cherchait un point situé au sud du pôle sud. C'est quelque chose qui n'est pas défini. Si l'univers était quelque chose d'immuable, ce que l'on pensait généralement avant les années 20 du XXe siècle, alors il n'y aurait aucune raison de ne pas définir le temps arbitrairement dans un passé très lointain. Tout prétendu commencement de l'univers serait artificiel, puisque l'on pourrait toujours faire remonter l'histoire à une période encore antérieure. Il se pourrait, par exemple, que l'univers ait été créé l'année dernière, mais avec tous les souvenirs et des éléments de preuve matériels qui donnent l'impression qu'il est beaucoup plus ancien. Cette problématique soulève des questions philosophiques profondes sur le sens de l'existence. Et je voudrais traiter ces questions par la méthode que l'on appelle la méthode positiviste. Le positivisme a considéré que nous interprétons les informations qui nous sont données par nos sens en termes du modèle du monde que nous construisons. La question n'est pas de savoir si le modèle représente la réalité, la seule question valable est de savoir si le modèle fonctionne. Un modèle est bon dans la mesure où, premièrement, il permet d'interpréter toute une large palette d'observations au sein d'un modèle qui soit simple et élégant. Et deuxièmement, c'est un bon modèle s'il permet de faire des prédictions précises qu'il est possible de vérifier ou d'infirmer par l'observation. Dans le cadre de cette démarche positiviste, il est possible de comparer deux modèles de l'univers. Un modèle dans lequel l'univers aurait été créé l'année dernière et un deuxième modèle dans lequel l'univers existerait depuis beaucoup plus longtemps. Le modèle au sein duquel l'univers a existé depuis plus d'un an peut expliquer des phénomènes comme des jumeaux qui ont une cause commune remontant à plus d'un an dans le passé. En revanche, le modèle au sein duquel l'univers a été créé l'année dernière échoue à expliquer ce genre de phénomène. Par conséquent, le premier modèle est meilleur. Il n'est pas légitime de demander si l'univers a vraiment existé il y a plus d'un an ou si ce n'est qu'une apparence. Dans la démarche positiviste, c'est la même chose. Dans un univers immuable, il ne saurait y avoir de point de commencement naturel. Mais la situation a changé du tout au tout lorsque Edwin Hubble a commencé ses observations avec le télescope du mont Wilson, le télescope de 2,5 m d'ouverture dans les années 20. Edwin Hubble découvrit que les étoiles n'étaient pas réparties uniformément dans l'espace, mais qu'elles étaient rassemblées dans des amas de très grande dimension, les galaxies. En mesurant la lumière émise par les galaxies, Hubble a pu déterminer leur vitesse. Il s'attendait à constater qu'il est un nombre égal de galaxies s'approchant de nous que de galaxies qui s'éloignent de nous, ce qui aurait été naturel dans un univers restant inchangé au fil du temps. Or, à sa grande surprise, Hubble s'aperçut que la quasi-totalité des galaxies s'éloignaient de nous. Qui plus est, plus
les galaxies étaient éloignées de nous et plus leur vitesse était élevée. L'univers n'était donc pas invariable dans le temps, comme on l'avait cru précédemment. L'univers était en expansion. La distance entre les galaxies éloignées de nous augmentait avec le temps. La découverte de l'expansion de l'univers fut l'une des découvertes les plus importantes sur le plan intellectuel du XXe siècle, voire de tous les temps. Et le débat sur le commencement de l'univers s'en trouva bouleversé. Si les galaxies s'écartent l'une de l'autre aujourd'hui, il faut nécessairement qu'elles aient été plus proches l'une de l'autre par le passé. Et si leur vitesse est constante, cela signifie qu'elles devaient être amassées et entassées l'une sur l'autre voici environ 15 milliards d'années. S'agissait-il là du commencement de l'univers? Un grand nombre d'hommes de science n'étaient pas satisfaits par cette idée que l'univers avait un commencement parce que cela semblait signifier que les lois de la physique cessaient de s'appliquer et qu'il faudrait invoquer un agent extérieur, que l'on peut par convention appeler Dieu, pour déterminer comment l'univers a commencé. Ils ont donc formulé des théories selon lesquelles l'univers était certes en expansion aujourd'hui, mais dans lesquelles il n'avait pas eu de commencement. Et l'une de ces théories était le modèle de l'état stationnaire qui a été proposé en 1948 par Bondi, Gould et Hoyle. Dans cette théorie de l'état stationnaire, alors même que les galaxies s'écartent l'une de l'autre, de nouvelles galaxies seraient créées par une création continue de matière partout dans l'espace. Dans le cadre de ce modèle, l'univers est éternel et son apparence aurait été la même, quelle que soit l'époque. Cette dernière propriété avait, du point de vue positiviste, le grand avantage d'offrir une prédiction bien précise qui pouvait être vérifiée par l'observation. Le groupe de radioastronomie de Cambridge, sous la direction de Martin Ryle, fit dans le début des années 1960 une étude sur les sources d'ondes radio faibles. Ces sources étaient distribuées, réparties de façon assez uniforme dans l'ensemble du ciel, ce qui signifiait que la plupart de ces sources étaient extérieures à notre galaxie. En règle générale, les sources les plus faibles étaient les plus éloignées de nous. Le modèle ou la théorie de l'état stationnaire pouvait prédire la forme que prendrait le graphique du nombre de ces sources en fonction de la force de leur signal. Or, les observations ont montré un plus grand nombre de sources faibles qu'on ne l'avait prévu, indiquant par là que les sources de densité étaient plus élevées dans le passé. Ces découvertes contredisaient l'hypothèse fondamentale de la théorie de l'état stationnaire, à savoir que tout était constant dans le temps. Et c'est entre autres pour cela que ce modèle de l'état stationnaire a été abandonné. Autre tentative, afin d'éviter le problème de l'origine de l'univers, ce fut la suggestion qu'il y avait déjà eu une phase de contraction de l'univers, mais que, à cause de la rotation, à cause d'irrégularités locales, la matière ne s'était pas toute concentrée au même point, mais que les diverses composantes de la matière se seraient ratées l'une l'autre et que l'univers donc connaîtrait une nouvelle phase d'expansion avec une densité générale qui resterait finie. Deux spécialistes russes, Lifshitz et Khalatnikov, ont même affirmé avoir prouvé qu'une contraction générale, sans une symétrie parfaite, conduirait immanquablement à un rebond ou à une nouvelle expansion de l'univers avec une densité qui resterait finie. Cette conclusion convenait particulièrement bien au matérialisme dialectique marxiste-léniniste parce qu'il évitait de poser des questions gênantes sur la création de l'univers. Et tous les scientifiques, tous les savants soviétiques s'y sont donc ralliés. Lorsque Lifshitz et Khalatnikov ont publié leurs travaux, j'étais un étudiant de 21 ans
en quête d'un sujet pour achever ma thèse de doctorat. Je ne croyais pas à leurs prétendues preuves, et je me suis alors attaché avec Roger Penrose à concevoir de nouvelles techniques mathématiques pour étudier la question. Nous avons pu démontrer que l'univers ne pouvait pas rebondir comme le prétendaient Lifshitz et Khalatnikov. Si la théorie générale de la relativité d'Einstein est correcte, il doit nécessairement exister une singularité, un point de densité et de courbure d'espace-temps infini où le temps a un commencement. Les observations confirmant cette idée que l'univers avait eu une origine d'une densité extrême ont été rendues publiques en octobre 1965, quelques mois après mes premiers résultats en matière de singularité, avec la découverte d'un rayonnement faible de micro-ondes dans l'espace. Ces micro-ondes sont du même type que celles qu'émet le four à micro-ondes que vous avez chez vous, mais elles sont beaucoup moins puissantes. Elles ne pourraient guère réchauffer votre pizza qu'à une température de moins 271,3 degrés, ce qui n'est pas formidable pour dégeler la pizza, sans même parler de la cuire. Vous pouvez d'ailleurs observer ces micro-ondes vous-même en réglant votre téléviseur sur un canal sans signal. La neige que vous verrez à l'écran, un petit pourcentage de cette neige est causée par ce rayonnement diffus de micro-ondes. L'unique interprétation raisonnable, c'est que ce bruit de fond est une radiation qui est le reste d'un état antérieur extrêmement chaud, extrêmement dense. Avec l'expansion de l'univers, ces radiations se sont refroidies jusqu'à devenir ces restes que nous constatons aujourd'hui. Bien que les théorèmes des singularités mis au point par Penrose et moi-même prédisaient que l'univers avait un commencement, ils ne pouvaient pas expliquer la manière dont il avait commencé. Les équations de la théorie générale de la relativité perdaient leur validité au point de la singularité. Ainsi, la théorie d'Einstein ne peut pas prévoir comment l'univers commencera, mais uniquement la façon dont il évoluera après son commencement. Il y a deux attitudes possibles à l'égard des résultats obtenus par Penrose et moi-même. La première attitude, c'est de dire que Dieu a choisi la manière dont l'univers a commencé pour des raisons qui échappent à notre entendement. Tel était le point de vue du pape Jean-Paul II. Au cours d'une conférence sur la cosmologie au Vatican, le pape a déclaré aux délégués que l'on pouvait parfaitement étudier l'univers après son commencement, mais qu'il ne convenait pas de se pencher sur le commencement lui-même, car c'était l'instant de la création et l'œuvre de Dieu. J'ai été soulagé que le pape n'ait pas remarqué ma communication sur l'origine de l'univers à cette conférence. Ça ne me disait rien de connaître le sort de Galilée devant les instances de l'Inquisition. L'autre interprétation de nos résultats, celle qui est à la faveur de la plupart des hommes de science, est qu'elle indique que la théorie générale de la relativité cesse de fonctionner dans les champs gravitationnels extrêmement forts des tout premiers temps de l'univers. Elle doit être remplacée par une théorie plus complète. C'est quelque chose qui paraît logique dans la mesure où la relativité générale ne tient pas compte de la structure de la matière à très petite échelle, qui est régie par la théorie quantique.
En principe, cela n'a guère d'importance puisque l'échelle de l'univers est gigantesque par rapport à l'échelle microscopique de la théorie quantique. Mais lorsque l'univers est de la dimension de théorie de Planck, c'est-à-dire 1 milliard de billions de billionièmes de centimètres, les deux échelles se recoupent et à ce moment-là, la théorie quantique doit être prise en considération. Pour comprendre l'origine de l'univers, nous devons combiner la théorie générale de la relativité avec la théorie quantique. La meilleure façon de procéder semble être de recourir à la notion imaginée par Richard Feynman de l'intégrale fonctionnelle ou des classes d'équivalence d'histoire. Richard Feynman était un personnage haut en couleur qui jouait du bongo dans une boîte de striptease à Pasadena et qui était aussi un physicien brillant au California Institute of Technology. Feynman a proposé l'idée suivante. Pour passer d'une configuration A à une configuration B, un système peut parcourir toutes les trajectoires ou toutes les histoires possibles menant d'une configuration à une autre. Chacune de ces trajectoires, chacune de ces histoires a une certaine amplitude ou intensité et on peut calculer la probabilité du passage de la configuration A à la configuration B en faisant la somme des amplitudes associées à tous les chemins possibles. Il y aura donc bien une histoire dans laquelle la Lune sera faite de fromage, mais l'amplitude de la probabilité est faible. C'est une mauvaise nouvelle pour les souris. La probabilité qu'un état de l'univers à l'heure actuelle soit obtenu en ajoutant les amplitudes pour tous les chemins qui conduisent à cet état ne nous dit pas comment les histoires ont commencé. Nous retombons donc sur la question de l'origine, mais sous une autre forme. Devons-nous supposer la présence d'un créateur qui a décidé comment l'univers commencerait, ou l'état initial de l'univers peut-il être déterminé par les seules lois de la science? À vrai dire, cette question se poserait même si les histoires de l'univers remontaient à un passé infiniment lointain. Mais elle se pose de façon plus immédiate si l'univers n'a commencé qu'il y a 15 milliards d'années. Le problème de ce qui se produit au commencement du temps est un peu comme la question de savoir ce qui se passe ou ce qui se passait au bord du monde à l'époque où les gens considéraient que le monde était une surface plane. Notre monde est-il une sorte d'assiette plate? Est-ce que la mer s'écoule au bord du monde? J'ai testé cela de manière expérimentale. J'ai fait le tour du monde et je ne suis pas tombé dans le vide en arrivant au bord. Nous le savons tous, le problème de ce qui se produit à l'extrémité du monde a été réglé, résolu lorsque chacun a compris que le monde n'était pas une assiette plate, mais une surface courbe, une sphère. Le temps, quant à lui, nous semblait différent. Le temps a toujours semblé être distinct de l'espace et d'être un peu comme la voie ferrée d'un modèle réduit. Si le temps a un commencement, alors il faut quelqu'un pour faire démarrer les trains. La théorie générale de la relativité d'Einstein a unifié le temps et l'espace sous forme d'espace-temps. Cependant, le temps restait distinct de l'espace, à l'image d'un corridor qui soit a un début et une fin, soit se poursuit indéfiniment. Cependant, lorsque l'on combine la relativité générale avec la théorie quantique, nous nous sommes aperçus avec Jim Hartle que le temps peut, dans des conditions extrêmes, se comporter comme une autre direction de l'espace. Ceci signifie que l'on peut se débarrasser du problème du commencement du temps de la même manière que l'on s'est débarrassé du problème de l'extrémité du monde. Imaginez le commencement de l'univers
à l'image du pôle sud de la Terre. Les degrés de latitude représenteraient ici le temps. L'univers naîtrait comme un point situé au pôle sud. En se déplaçant vers le nord, les cercles concentriques de la latitude, qui représentent les dimensions de l'univers, s'élargiraient. La question de savoir ce qui s'est produit avant le commencement de l'univers deviendrait alors dénuée de sens, parce qu'il n'y a rien qui soit situé au sud du pôle sud. Le temps, mesuré sous la forme de degrés de latitude, aurait donc un commencement au pôle sud. Mais le pôle sud est un lieu comme les autres. C'est ce qu'on m'a dit tout au moins. J'ai été en Antarctique, mais je n'ai pas été au pôle sud. Au pôle sud, les lois de la nature sont les mêmes que partout ailleurs. Voilà qui couperait court à l'objection ancienne au fait que l'univers pourrait avoir un commencement, que ce serait un lieu où les lois habituelles cessent de fonctionner. Le commencement de l'univers serait alors régi par les lois de la science. Le tableau que Jim Hartle et moi-même avons brossé de la création spontanée de l'univers au niveau quantique rappellerait un petit peu la formation de bulles de vapeur dans de l'eau en ébullition. Cette idée, c'est que les histoires les plus probables de l'univers seraient comparables aux surfaces de ces bulles. Un grand nombre de bulles de petite dimension apparaîtraient pour disparaître ensuite. Cela correspondrait à des mini-univers qui connaîtraient une phase d'expansion mais qui s'effondreraient à nouveau alors qu'ils sont encore de dimensions microscopiques. Ce seraient des univers parallèles possibles, mais qui ne sont pas particulièrement intéressants parce qu'ils ne durent pas suffisamment longtemps pour donner naissance à des galaxies, à des étoiles, sans même parler de forme de vie. Cependant, un petit nombre de ces petites bulles vont atteindre une certaine taille à partir de laquelle elles ne s'effondreront plus et vont alors continuer à grossir à un rythme croissant et formeront les bulles que nous voyons. Ces bulles correspondront aux univers qui vont continuer leur expansion à une vitesse toujours croissante. C'est un phénomène que nous appelons inflation, de la même manière que les prix augmentent chaque année. Le record mondial de l'inflation a été atteint par l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Les prix ont été multipliés par 10 millions, et cela en l'espace de 18 mois. Mais ce n'était rien comparé à l'inflation de l'univers au tout début. L'univers a été multiplié par 1 million de trillions en une fraction minuscule de seconde. Contrairement à l'inflation des prix, l'inflation de l'univers au début était une très bonne chose. C'est cela qui a donné lieu à un grand univers uniforme, celui que nous avons observé. Mais cet univers n'est pas complètement uniforme. Dans la somme sur histoire, les histoires qui sont légèrement irrégulières auront autant de probabilités élevées que l'histoire complètement uniforme et régulière. Donc la théorie prédit que l'univers au début était vraisemblablement légèrement non uniforme. Ces irrégularités ont donné lieu à des petites variations de l'intensité du fond cosmologique de différents angles. Et ce fond cosmologique a été vu par satellite et on s'est rendu compte qu'il y avait exactement le genre de variation prédite. Donc nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Les
Les irrégularités de l'univers du début signifient que certaines régions auront des densités légèrement plus élevées que les autres. L'attrait gravitationnel de la densité supplémentaire ralentira l'expansion de la région et finira par se faire effondrer la région, ce qui donnera lieu à des galaxies et à des étoiles. Donc regardez bien cette carte du ciel cosmologique. C'est le modèle de toute la structure dans l'univers. Nous sommes le résultat de fluctuations quantiques de l'univers à ses tout débuts. Et Dieu joue vraiment au dé. Nous avons réalisé des progrès extraordinaires en cosmologie ces derniers siècles. La théorie générale de la relativité, la découverte de l'expansion de l'univers, a détruit cette idée de l'univers qui existait depuis toujours et qui durera toujours. Au contraire, la relativité générale prédit que l'univers et le temps commencer dans un Big Bang. Elle a également prédit que le temps s'arrêterait dans des trous noirs et la découverte de ce fond cosmologique et l'observation de ces trous noirs nous conforte dans ces conclusions. Ce qui modifie du tout au tout l'idée que nous avons de l'univers et de la réalité. Bien que la théorie générale de la relativité a prédit que l'univers était due à une période de forte courbure par le passé, elle ne pouvait pas prédire comment l'univers s'en sortirait après le Big Bang. Donc, elle ne peut pas répondre à la question clé de la cosmologie. Pourquoi l'univers? Pourquoi est-ce que l'univers est comme il est? Cependant, si on combine la relativité générale à la théorie quantique, il est possible de prédire comment l'univers a commencé. Il va commencer par se multiplier, se dilater, se développer à un rythme de plus en plus rapide. Au cours de cette période inflationniste, la combinaison des deux théories nous font comprendre que des petites fluctuations auraient lieu, ce qui donnerait lieu à la formation des galaxies, des étoiles et de toutes les autres structures dans l'univers. Ceci a été confirmé par les observations de petites non-uniformités dans ce fond cosmologique, avec exactement les propriétés prévues. Donc il semblerait que nous soyons en bonne voie lorsqu'il s'agit de comprendre l'origine de l'univers, mais il faut encore plancher sur la théorie. On aura une nouvelle fenêtre sur cet univers à ses tout débuts quand on pourra détecter les ondes gravitationnelles en les mesurant les distances entre les engins spatiaux. Les ondes gravitationnelles se sont propagées vers nous librement dès le début, sans avoir été ralenties par le moindre matériau. En revanche, la lumière, elle, se disperse. Elle est dispersée à de nombreuses reprises par des électrons libres. Et la dispersion se poursuivra jusqu'au gel des électrons après 300 000 années. Donc nous avons engrangé un certain nombre de succès, mais nous n'avons pas réussi à tout résoudre. Nous ne comprenons pas encore de façon théorique les observations de l'expansion de l'univers qui est en train de réaccélérer après une longue période de ralentissement. Et sans comprendre ce genre de choses, nous ne pouvons pas être sûrs et certains de l'avenir de l'univers. Est-ce qu'il va continuer à se développer à tout jamais? Est-ce que l'inflation est une loi de la nature ou est-ce que l'univers va-t-il en fin de compte finir par s'effondrer de nouveau, se contracter de nouveau? Les derniers résultats des observations, des progrès théoriques
se font de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement. La cosmologie, c'est quelque chose de très excitant, c'est quelque chose de dynamique. Nous nous rapprochons des réponses à apporter à ces questions sempiternelles. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-vous? Merci de votre attention. I don't know.